Hervier, une des fondatrices et la directrice générale de la société Medavise. Et donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire sur faut-il repenser le financement du système de santé. Et donc, je remercie particulièrement Elisabeth Hubert, Vincent Harel et Guy Valencien qui ont accepté d'intervenir et de partager avec nous tous leurs idées et leurs analyses. Et puis, je remercie également Denis Silbert qui accompagne Medavise pour animer ces événements. Peut-être avant de laisser la parole donc, à Denise puis à nos intervenants, je voulais simplement revenir sur la genèse de ce thème, pourquoi on a choisi d'en parler aujourd'hui. Avant tout, parce que nous, déjà, Medavise, on est un acteur de la télémédecine. On a créé la société en 2014 et depuis 2014, dans le cadre même de notre activité, on fait constamment face à l'empilement de sujets économiques et d'idées de financement. C'était la télémédecine des origines avec principalement des financements par expérimentation, des articles 51, l'entrée dans le droit commun en 2018 qui a ouvert aussi la notion de CPTS avec des financements dédiés. On est sans cesse donc face à ce sujet économique et financier. Et puis quand on prend un petit peu de recul, on voit bien que surtout en ce moment, il y a beaucoup de réflexions sur est-ce que la rémunération à l'acte est une bonne rémunération ? Quid d'expérimentation sur la capitation. De manière plus globale, le Ségur qui a injecté beaucoup d'argent dans le système il y a pas si longtemps. Et puis voilà, en ce moment même, on est en plein dans les négociations conventionnelles et on voit qu'il y a beaucoup de demandes de la part des médecins eux-mêmes. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais juste vous présenter 2 ordres de grandeur pour qu'on soit tous sur les mêmes bases. On a repris la consommation des soins médicaux en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2021, ça représentait à peu près 227 milliards d'euros. Donc, rapporté à une population de 68 millions d'habitants, ça représente environ 3 300 euros dépensés chaque année par Français. Et en termes de prise en charge, donc sur le slide suivant, c'est réparti donc très largement, c'est pris en charge très très largement par l'assurance maladie, quasiment à 80%, à 13% par les assurances complémentaires, du reste à charge des ménages à hauteur de 7%, et l'État au sens de l'aide médicale de l'État qui représente environ 0,4% de la prise en charge. Denise, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, nous sommes ravis d'avoir ce moment pour discuter d'un thème extrêmement difficile, qui est le financement du système de soins. C'est très tentant de mélanger le financement et les questions d'organisation parce que l'un ne va pas sans l'autre. Nous avons avec nous 3 experts, Madame Elisabeth Hubert, qui est ancienne ministre et présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Nous avons Monsieur Vincent Harel, président de Mercer France, qui est dans l'aspect assurantiel. Et nous avons le professeur Guy Valencien, chirurgien, membre de l'Académie de médecine, professeur honoraire des universités, auteur et plus. Et donc, nous allons commencer par une première question en essayant de la diviser en 2 parties. Il s'agira de répondre à qu'est-ce qui ne va pas avec le financement actuel, quels sont les mauvais effets induits par l'actuel système de financement et deuxièmement, quel type de vision, quelle organisation pourrions-nous envisager pour le corriger. Alors, c'est un exercice extrêmement difficile. Nous donnons à chacun des intervenants dans un ordre que je préciserai, environ 6 minutes, ou 7 minutes, pour qu'il y ait là un large moment pour les questions qui commencent déjà à arriver. Donc, Madame Hubert se passera en premier. Comment est-ce que vous allez répondre à la question de ce qui ne va pas et ce que vous suggéreriez? Alors, d'abord, quelques éléments en prolongation de ce que Stéphanie vient d'évoquer et sur les chiffres, puisque Stéphanie, vous avez évoqué la répartition de l'ONDAM et les pourcentages que représentaient en soins hospitaliers, ambulatoires, etc., les 221 milliards de financement de l'année 2021. Je pense qu'il n'est pas inintéressant que nos auditeurs aient en tête que ce 221 milliards est devenu 244 milliards pour l'année 2023. C'est-à-dire que nous avons
le Parlement a voté un Ondam en progression entre 2021 et 2023, enfin 2022 et 2020, mais sur 2 années, en progression de 23 milliards, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui avec un Ondam qui est 10% supplémentaire par rapport à ce qu'il a été voté, ce qui a été fait en 2021. Alors, c'était la petite précision que je voulais faire. Alors, votre question par rapport au financement, en réalité, on ne peut pas le dissocier, ce sujet financement, du sujet organisation. En ne sachant pas très bien où est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire quel est le responsable. Est-ce que c'est notre organisation défaillante qui engendre un financement aussi abscon, ou est-ce qu'au contraire, le financement est un élément qui freine les organisations innovantes? Je ne rentrerai pas dans ce débat parce que peu importe, mais il est clair qu'aujourd'hui, et c'est pas innocent si je repartais de la notion de l'Ondam qui est une masse générale, et ensuite dissociée en sous-Ondam. Vous avez l'Ondam hospitalier, vous avez l'Ondam ambulatoire, vous avez à l'intérieur de ces différents secteurs, différents segments, et je pense notamment ambulatoires, ensuite des négociations qui vont faire en sorte qu'il y a les négociations conventionnelles pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les infirmiers, pour les kinés, et j'en passe, etc. Nous sommes donc dans un système qui est structurellement en silo. Et bien évidemment, si vous êtes dans un univers, et ce qui est notre cas, d'enveloppes fermées, elles le sont, puisqu'il y a une enveloppe qui est votée chaque année et après distribuée, l'enveloppe est fermée. Cette enveloppe fermée, bien évidemment, si vous avez quelques difficultés et si vous voulez vous trouver des marges de manœuvre supplémentaires, vous essayez à toute force de les trouver sur le petit camarade. Et sur le petit camarade qui, bien évidemment, n'est pas dans le même segment que vous. Même à l'intérieur des segments, d'ailleurs. Je me bats depuis des années sur l'hospitalisation à domicile pour faire en sorte qu'effectivement, elle apparaisse plus et mieux comme étant un substitut de l'hospitalisation conventionnelle. Mais il n'empêche que quand on développe une activité comme par exemple la chimiothérapie injectable à domicile en HAD, le problème, c'est que si je la développe, c'est autant de ressources qui ne vont pas aller à l'activité d'hospitalisation conventionnelle. Donc, ils préfèrent garder les malades puisqu'eux, ils ne vont plus rien avoir. Donc, on est, si vous voulez, dans un système qui est un système qui, à l'évidence, est un frein majeur au changement organisationnel. Et on a beau avoir développé des articles 51. Bon, je reconnais que je n'ai jamais été très favorable à l'article 51 parce qu'effectivement, je veux bien croire que ça soit intéressant et important, mais avoir des centaines et des centaines de dossiers pour en avoir quelques dizaines qui sont sortis sur des aspects extrêmement étroits des coopérations, pour moi, ce n'est pas un changement structurel. Il faut être un tout petit peu plus ambitieux si on veut changer les choses. Alors, je suis ravi, le président de la République a l'air d'être ambitieux puisqu'il a annoncé un changement structurel important. J'ai même pu comprendre qu'il voulait que ça soit opérationnel dès l'année prochaine. Il faut savoir quand même qu'on a mis 8 ans à mettre en place la tarification à l'activité. Ce n'est pas l'année prochaine qu'on aura un changement du mode de financement. Mais la logique, pourquoi ça va mal, c'est là. La raison, elle est là. Alors, votre deuxième question, elle est comment il faudrait changer? Le problème, c'est que la réponse, elle est dans le constat, dans le diagnostic que je viens de faire. C'est-à-dire que moi, je crois qu'effectivement, et il y a déjà des pistes qui sont engagées en la matière, je dis quand même très clairement qu'il est extrêmement important qu'on continue à avoir un financement à l'activité. Je ne veux pas. Alors, j'ai bien sûr tout à fait en tête, pour le monde hospitalier, le système ancien que Guy et quelques autres ont connu, qui est celui du budget global, c'est-à-dire de toute façon, vous avez une rémunération, vous bossez pas, c'est pas grave, vous avez la rémunération. Et vous bossez plus, et ben c'est pas gênant, c'est pour votre pomme, puisque vous n'avez pas la rémunération qui est en adéquation. On ne peut pas revenir dans un système comme ça. Pour les professionnels de santé libéraux, de la même façon, il y a eu des tentatives de salariat. Les centres de santé, ils ne sont pas apparus simplement récemment, il y a quelques années. Et je n'ai rien contre les centres de santé, mais ils étaient structurellement déficitaires, c'est-à-dire ce qu'ils produisaient ne permettait pas de compenser ce qui devait être payé. Donc, l'activité doit rester un élément important.
je vois beaucoup les hôpitaux se plaindre de ce financement à l'activité. Sachez que par le biais des autres financements de missions d'intérêt général et autres, leur financement à l'activité dépasse un peu les 50%, mais est loin d'être à 100%. Donc il y a quand même encore beaucoup de dotations extérieures qui leur sont données au nom d'un certain nombre de principes, certainement légitimes, mais qui réduit quand même la part de l'activité. Donc il faut garder une part à l'activité, que cela soit pour les libéraux ou que cela soit pour les hospitaliers. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on ne fait pas de la médecine dans les territoires de la même façon. Et je pense qu'effectivement, l'idée d'une dotation populationnelle, encore faut-il que l'on s'entende sur ce que l'on veut dire une dotation populationnelle. La dotation populationnelle, tout le monde devra pouvoir y avoir droit en fonction d'un certain nombre de critères qui ne devront pas être fléchés pour n'intéresser et n'être destinés qu'à l'hospitalisation publique. À l'heure actuelle, il faut quand même avoir en tête que c'est quand même un petit peu les éléments des pistes, mais avoir une dotation populationnelle parce que population âgée, population en difficulté, population isolée, ça a une logique. Deuxième chose, et troisième chose, activité populationnelle. Troisième chose, la qualité. Aujourd'hui, nous avons 0,7% des financements des établissements qui sont établis sur la qualité, donc c'est très peu, rien dans le domaine ambulatoire, sauf pour les médecins avec les ROSP, dont on peut se dire qu'ils sont assimilables à des financements qualité, mais c'est effectivement quelque chose dans lequel nous devons nous engager beaucoup plus volontairement et de façon plus sensible que les miettes qui sont aujourd'hui distribuées. Et quatrième chose, et j'en aurais fini parce que je m'étais mis mon minuteur, quatrième chose, et là c'est un élément important, qui est effectivement de valoriser et de financer un financement au parcours. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de ma chimiothérapie injectable avec un établissement prescripteur qui aurait 0 quand moi je prends les patients, eh bien, il est évident qu'il faut beaucoup plus raisonner sous forme de forfait, prenant en compte le prescripteur qui continue dans un bon nombre de cas à donner des conseils quand même pour ses patients, l'établissement qui effectue, comme nous, le prix du médicament qui doit être mieux pris en compte, et là, on a effectivement une place pour un financement au forfait, que l'on appelle parfois des financements au parcours. Après, il faut voir les justes en proportion, mais voilà ce qu'on peut déjà dire à ce stade. Merci beaucoup, Madame Hubert. Nous savions de nos échanges précédents que vous pouviez brosser un tableau général qui permet une excellente entrée dans ce sujet. Et donc, en partant du général, nous allons aller à un cas plus précis, celle du monde assurantiel, avec Monsieur Vincent Harel, ce qui nous permettra de terminer avec à nouveau un élargissement avec le professeur Valencien. Donc, Vincent, à vous de répondre aux deux questions. Merci, Denise. Alors, peut-être pour commencer, aller un peu plus loin sur les chiffres qui concernent le monde assurantiel que vous évoquez, alors qui se divise en fait en 3 familles, celui des compagnies d'assurance, celui des institutions de prévoyance, donc des gens comme Malakoff Humanis, AG2R, pour citer les deux plus importantes, et puis le monde de la mutualité. D'ailleurs, on appelle souvent l'univers de l'assurance complémentaire la mutuelle, mais c'est un peu plus large que cela. Cet univers-là, qui, Stéphanie le montrait, couvre à peu près, disons, 13% de la consommation de biens et de soins médicaux, probablement autour de 40 milliards en euros pour l'année écoulée, a néanmoins une intervention assez disparate selon les postes de santé sur lesquels on intervient. Très marginal sur la partie hospitalisation, ça représente, je crois, que 10% du total du coût de l'hospitalisation en France, beaucoup plus importante sur tout l'univers optique et dentaire, où là, ce monde-là est financeur majoritaire, et puis de manière probablement aussi importante sur le soin de ville, les médicaments, où respectivement, on finance à peu près 33% et 25% pour les médicaments. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un monde très spécifique au monde français, c'est un monde complémentaire. Dans la plupart des autres pays, on est soit au premier euro dans le monde privé, mais rarement en complément d'un acteur public comme c'est le cas en France. On est aussi un acteur au premier euro pour un certain nombre de soins qui ne sont pas du tout couverts par la sécurité sociale. Je pense que c'est un point important. Alors, ce ne sont pas forcément des éléments très lourds, mais ça peut être soit des éléments de confort, comme une chambre particulière en cas d'hospitalisation,
ou alors des éléments que la sécurité sociale a décidé de ne pas couvrir, par exemple l'implantologie, s'agissant des soins dentaires. Donc c'est un acteur qui est certes très peu important en proportion par rapport à la sécurité sociale, assez stable dans le temps d'ailleurs en proportion, ça augmente en volume, mais très important pour limiter un élément essentiel de l'accès aux soins, c'est-à-dire le reste à charge des patients, puisqu'on a la chance en France d'avoir un niveau de reste à charge extrêmement faible, notamment par le biais de ces couvertures complémentaires qui viennent ajouter au financement de la sécurité sociale des éléments de couverture pour tous à chacun, puisqu'à peu près 95% de la population française est couverte par une couverture complémentaire, que ce soit à titre individuel, c'est le cas des retraités, des fonctionnaires pour encore quelques temps, d'une partie des chômeurs, à titre collectif, quand vous êtes salarié du privé. Depuis 2015, il y a obligation pour les employeurs de fournir une couverture complémentaire pour leurs salariés, ou alors par le biais de dispositifs de solidarité nationale, feu la CMU, C2S aujourd'hui, donc qui couvrent l'essentiel des gens en France. Le 5% qui reste sont soit des gens qui ont fait le choix de ne pas se couvrir, soit qui ignorent les dispositifs auxquels ils pourraient accéder. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est extrêmement favorable en termes de sécurisation de la dépense et donc d'accès aux soins. Ça, c'est très important. En termes de financement, en revanche, c'est un univers qui est un peu ballotté ces dernières années. Alors, il y a eu beaucoup d'actions réglementaires autour de la complémentaire santé. Ça a commencé par le contrat responsable et solidaire. On a eu cette généralisation de la complémentaire santé que j'évoquais tout à l'heure. Le dernier avatar, c'est le 100% santé. On a devant nous aussi la réforme qu'on appelle la PSC, qui va étendre l'idée de la couverture universelle pour les salariés aux salariés du public. Donc, on voit bien que c'est un enjeu de société très important, que le régulateur, le législateur utilise souvent comme levier de compensation ou comme levier de financement indirect ou de modulation des comportements des uns et des autres. Je pense par exemple au contrat responsable et solidaire. Et c'est peut-être un peu regrettable de le considérer ainsi parce que c'est aussi un levier de financement, de l'innovation et puis un levier complémentaire d'une idée très française qui est celui de l'universalité et de l'accès de manière égale à une couverture sociale, à quelque chose de plus équitable, puisque comme ces régimes ils sont spécifiques et construits en fonction des situations de chacun, ils s'adaptent au contexte particulier des uns et des autres, à leurs besoins médicaux particuliers, à leur situation géographique. Le coût de la santé n'est pas le même en région parisienne, en Auvergne, en Bretagne ou ailleurs, et permet aussi de solvabiliser un certain nombre de pratiques de tarification de médecins, notamment s'agissant du secteur libéral avec des dépassements d'honoraires qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est quand même un élément qui, certes, est minoritaire par rapport à la sécurité sociale, mais très précieux pour offrir une forme de souplesse dans le financement de celle-ci. Par ailleurs, c'est aussi un territoire qui favorise l'innovation, puisque même si c'est un secteur qui est privé, enfin, comme c'est un secteur qui est privé, c'est un secteur qui cherche à ne pas perdre d'argent, idéalement à en gagner un peu, même si du point de vue des assureurs, c'est quelque chose d'assez peu margé. Hein. Les assureurs en moyenne font 1% de marge technique sur ces régimes. Ils sont quand même à la fois en recherche de différenciation pour capter des nouveaux assurés et puis aussi en recherche de performance quant à la qualité de la couverture assurantielle. Et on peut prendre peut-être deux exemples qui sont typiques d'une contribution positive au financement et de manière indirecte à l'accès aux soins. Le premier, ce serait l'émergence des plateformes, ce qu'on a appelé les plateformes santé. La première va fêter ses 20 ans cette année, elle s'appelle Santé Claire, et elle avait eu l'ambition d'essayer de contrôler le coût et l'inflation des coûts, notamment autour de tous les équipements optiques. D'une certaine manière, presque 20 ans plus tard, le 100% santé a été une réforme à impulsion publique, mais qui s'inspirait de cette ambition qui était d'accompagner les assurés
dans leur consommation de santé et essayer d'en optimiser le coût à la fois du point de vue du financement et de la qualité d'accès. Et le dernier, je resterai là, petit clin d'œil à Stéphanie, la télémédecine qui est arrivée finalement très récemment et je pense sur l'impulsion forte de l'univers complémentaire. Donc, un facteur de financement précieux et très complémentaire de la sécurité sociale et aussi un univers d'innovation et de liberté dans un monde très administré. Merci beaucoup, Vincent. C'était parfait. Nous avons déjà deux présentations complémentaires. Alors, n'hésitez toujours pas à écrire vos questions, idéalement là où c'est marqué Q et R, ou sinon dans les messages comme vous le souhaitez. Alors, je vais donner la parole au professeur Valencien pour ces deux questions. Vous n'êtes pas sans savoir que cela fait des années qu'il nous aide en réclamant la qualité du système. Alors, il va peut-être commencer par expliquer en quoi l'actuel financement ne favorise pas correctement la qualité et ce qu'il faudrait faire pour l'intégrer dans l'organisation. Est-ce bien cela, Guy? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je partage ce qui a été dit, bien sûr, par Elisabeth Hubert et Vincent Harel complètement, donc je ne vais pas revenir sur l'existant. En revanche, il est clair que la tarification à l'activité a du sens à condition qu'elle soit complètement intégrée à l'évaluation de la pertinence et de la qualité des actes. C'est ce qu'on avait, je l'avais proposé, je me souviens très bien lors des discussions lorsque le gouvernement a lancé la tarification de l'activité, mais ça a été refusé par qui? Par les collègues, hein, par les présidents de CME, par tous ceux, par les médecins, parce qu'on ne voulait pas entendre d'évaluation de la qualité. On considérait que l'on était toujours avec une obligation de moyens, simplement, et non pas une obligation de fin. Et je suis désolé, l'obligation de moyens était valable quand on était une médecine nulle, qui ne savait pas faire. Et aujourd'hui que la médecine sait faire, nous devons aller à l'obligation de résultat. Et ça passe par l'évaluation de la qualité, qui est un projet énorme. Or, aujourd'hui, on ne le fait pas. Et quand le CDE nous parle de 20% d'actes non pertinents, je peux vous dire que quand je consultais encore il y a quelques années, c'était en gros un examen biologique et un examen d'imagerie sur 2 totalement inutiles. Donc, on entretient un système parce qu'on prescrit à la va-vite comme ça, pour faire bien, dans un pays où 9 fois sur 10, le malade sort avec une ordonnance contre seulement 60% des Allemands et 50% des Hollandais. Cherchez l'erreur. Donc, on fait des consultations à la va-vite et hop, on prescrit parce qu'il est plus compliqué d'expliquer à quelqu'un qu'il ne faut rien faire que de lui dire, voilà, vous faites un bilan ou voici un petit traitement médical et on verra ça. Donc, on est dans une dérive terrifiante et je pense que la priorité des priorités, avec ce qu'a fait le gouvernement, c'est d'augmenter, comme l'a dit Elisabeth, les moyens financiers de 10%, c'est d'aller à la qualité. Et comment faire? Alors, quand on regarde la chirurgie, mon métier, c'est sans doute le plus simple à analyser, en ce sens qu'il s'agit d'un acte bien précis. Et on devrait, ce que nous avons fait dans mon hôpital lorsque nous opérons les malades étrangers, nous comptons le prix du séjour, admettons une prostatectomie radicale, 7 000 €, auquel on rajoute le prix des complications divisé par leur fréquence. On a les données de la littérature, car on a des complications indues. On peut avoir des phlébites, des embolies, des perforations d'organes. Tout ça est répertorié dans la littérature. On le divise par la fréquence. Et on obtient un vrai tarif sur 1 an. L'acte plus un suivi d'1 an où tout est compris. Moi, il m'est arrivé de réopérer un malade anglais pour un rétrécissement de l'urètre après une prostatectomie radicale. 6 mois après, c'était pour la pomme de l'hôpital. Voilà. Le malade n'a pas payé. Il avait payé avant. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça vous oblige à bien faire. Et il est clair que le chirurgien qui reprend tous ces malades va se faire tout de suite, va très vite se faire interroger par son administration, par les collègues. Écoute, tu pourrais peut-être faire mieux parce que tu nous fais dépenser un fric fou. Alors qu'aujourd'hui, quand on est à l'hôpital, quand on reprend un malade, on est payé. Et c'est absolument scandaleux. Donc, il faut aboutir à cette forme de rémunération qui est tout à fait bénéfique. Elle allie la quantité à la qualité. Or, les deux sont intimement connectés. Je viens de reprendre avec la CNAM et Gilles Bontemps, qui avait fait Visuchir, près de 100 000 prostatectomies radicales.
réalisés en France dans les 5 dernières années. Figurez-vous qu'il y a des hôpitaux et cliniques qui en font moins de 10 par an, non pas par chirurgien, mais par structure, par établissement. Et quand on regarde ceux qui en font comme ça moins de 10 par an, par rapport à ceux qui en font plus de 50, il y a 3 fois plus de morts. On est dans le scandale le pire. On tue les vieux qui ne se déplacent pas et on tue les pauvres qui ne sont pas informés. Car ceux qui savent se barrent et vont faire 150 ou 200 kilomètres s'il le faut pour être bien pris en charge. Donc, il faut absolument arrêter de gâcher le fric comme on le fait aujourd'hui en entretenant des petits hôpitaux avec des services de chirurgie insécures et des maternités insécures. On doit transformer une centaine de ces hôpitaux. Sur les 421 hôpitaux et cliniques qui font des prostatectomies radicales, près de 100 en font un nombre infime. C'est absolument scandaleux, il faut le dire publiquement. Il faut alerter, au-delà des autorités, il faut alerter la population. Il faut arrêter de voir le maire défiler avec son écharpe en disant « je veux maintenir mon service de chirurgie » et tout le monde derrière « oui, proximité égale qualité ». Non, proximité égale danger. Et donc, voilà, on peut démarrer avec cette forme de financement qui allie l'activité à la qualité et qui permettra de cesser d'entendre mes collègues médiatiques hospitaliers publics qui nous disent en permanence « l'hôpital est tout sauf une entreprise ». Non, l'hôpital est tout. C'est la plus belle des entreprises. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est simplement un groupement de personnes dédiées à la production d'un bien. Et le plus beau bien qui soit, c'est la santé. Donc, l'hôpital est bien sûr la plus belle des entreprises. Et je peux vous dire que je connais des entreprises où les employés sont heureux et on n'est pas là dans une histoire de fric et de capitalisme sauvage. Donc, oui, il faut que l'hôpital redevienne ou devienne une entreprise au service des autres. Et avec ça, je pense qu'on pourra permettre de lui fournir des moyens de se financer grâce à la qualité de ses résultats, ce qui va obliger certaines structures à se transformer. Et la centaine de petits hôpitaux ou de cliniques dont je vous parlais, qui ont une productivité minimaliste en chirurgie, qui est un signe et qui crée des problèmes, on doit les transformer en cité santé, c'est-à-dire en structure d'accueil de la proximité, des petites urgences, du médico-social, de la prévention avec des locaux pour les associations de patients, pour des salles de réhabilitation, bref, transformer complètement les établissements et les personnels en les gardant. Et arrêter de leur faire de la chirurgie et des accouchements en nombre insuffisant. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il sera plus intéressant d'avoir les questions et d'y répondre au fur et à mesure. Mais si on ne transforme pas complètement le système à partir d'une notion de forfait, comme le disait Elisabeth, c'est plus difficile en médecine, je sais bien, ou de parcours, on devrait y arriver. Et quant à la médecine libérale, je répète, je le dis, et je ne veux pas vexer personne, mais la médecine libérale n'existe plus depuis que la sécurité sociale existe. Enfin, il faut bien se rendre compte. On peut très bien faire de la médecine libre, choisir l'endroit où on veut, s'organiser avec les autres, mais la médecine libérale, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'a plus de sens. Et la jeune génération des médecins l'a compris. Je viens de faire de réunir un groupe de travail à l'Académie de médecine sur quelle est la place et le rôle du médecin généraliste dans la société du XXIe siècle. Et il y a là une fracture considérable entre la vieille génération dont je fais partie et les jeunes. Les jeunes ne veulent pas, en immense majorité, être payés à l'acte. Ils ne veulent pas de ROS en se disant on n'a aucune raison d'être payé mieux parce qu'on fait bien. Il est normal de bien faire. Ils veulent être payés en partie à la capitation, en partie au salaire pour ce qui restera un tout petit peu d'administratif qui sera délégué à d'autres personnels, et en partie à une forme de forfait journalier, comme on le fait pour les conseils. Car aujourd'hui, le médecin généraliste va limiter son nombre d'actes pour être de plus en plus dans la synthèse, l'organisation des soins du malade à partir des données qui seront fournies par les autres spécialistes d'organes, les psychiatres, les infirmiers en pratique avancée, les pharmaciens et autres, les kinésies. Et ça demande du temps. Et ça ne peut pas se payer à l'acte. L'acte est quelque chose qui demande d'être répété souvent. Donc, on va vers une transformation profonde du mode de financement des acteurs, et j'en suis, moi, très, très heureux de voir que la jeune génération est tentée par d'autres formes de rémunération, avec, bien évidemment, et j'insiste, une augmentation des revenus des généralistes. Il est scandaleux que les généralistes, les pédiatres, les gériatres et les gynécologues médicaux soient les moins bien payés. Alors, à l'hôpital, ce n'est pas le cas. Un chirurgien cardiaque est payé de la même façon qu'un urgentiste.
eh bien, il faudra arriver à ce qu'on modifie et qu'on rétablisse les variations dans le privé. On a des variations de 1 à 4, voire 5 en termes de revenus, pour souvent des revenus très, très élevés pour des spécialités où il n'est pas très fatigant de pratiquer. Et donc, je pense que là, on a tout à revoir dans ce sens-là et qu'il faut promouvoir le généraliste tel que, en gros, ce que j'appelle l'externiste par rapport à l'interniste hospitalier, le médecin externiste ambulatoire, qui est l'homme de la synthèse et l'homme de la confiance, la femme, puisque aujourd'hui, ce sont 65% de femmes qui sont médecins à moins de 40 ans et ce sera 70% bientôt. Donc, voilà un peu ce qu'il faut essayer de promouvoir. Et je me tais maintenant pour pouvoir discuter avec les autres. Oui, c'était absolument passionnant. C'était de nouveau une vue à la fois très précise et qui nous a permis, comme un drone, de revoir par-dessus le système de santé, son organisation, son financement, à travers certains piliers que Guy a cités. Donc, nous allons maintenant, je vais sauter dans les questions, parce que sinon on sera trop loin du moment où ils ont été posés. Il y avait une première question qui concernait l'inflation. Est-ce que l'augmentation de l'Ondam n'est pas immédiatement absorbée par l'inflation, notamment aux hôpitaux? Est-ce que Elisabeth et Guy veulent chacun commenter cela? Alors, c'est exact. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre et notamment c'était le cas pour 2021, qui est l'année qui a pris pour la première fois en compte dans les tarifs les augmentations salariales qui ont été données aux professionnels hospitaliers, qui l'ont été de façon extrêmement large, qui l'ont été de façon assez conséquente, avec des augmentations qui ont été pour les aides-soignantes et les infirmiers entre 200, alors suivant les secteurs, etc., entre 200 et 235, 240 euros par mois, brut, bien sûr. Donc effectivement, c'est une première amputation, la deuxième étant aussi liée à l'inflation, mais pas obligatoirement complètement. C'est-à-dire que là, il est vraisemblable que le 244 milliards qui a été voté pour 2023, il a été avec une inflation qui était prévue à un peu plus de 4%. On sait d'ores et déjà qu'elle sera plus importante que c'est un peu plus de 4%. Donc, il est vraisemblable que le 244 sera recorrigé au cours de l'année. Donc, en réalité, ça me permet, et je ne vais bien évidemment pas aborder un sujet de décryptage de la façon dont les budgets hospitaliers sont distribués, mais il faut simplement savoir que je sais que dans le monde libéral, on trouve extrêmement complexe les nomenclatures et la façon dont les rémunérations, y compris pour les médecins, et de plus en plus pour les médecins, sont aujourd'hui sous-segmentées et amènent une très grande complexité de la lecture des consultations. Sachez que pour l'hospitalisation, c'est pareil, et qu'on est aujourd'hui, les uns ou les autres, que ce soit FHF, FHP, etc., à ne pas retrouver nos petits, c'est-à-dire quand on aligne les chiffres, on ne voit plus à quoi ça correspond. Donc oui, c'est triste à dire, mais on est incapable de dire à quoi ça correspond. Donc oui, l'inflation est en large partie absorbe cette augmentation, mais enfin quand même, j'ai voulu faire ressortir le chiffre à 23 milliards, avec une activité qui a quand même été, dans un bon nombre d'établissements hospitaliers, en baisse, avec des difficultés énormes de recrutement, c'est-à-dire des postes qui ne sont pas occupés. Ok, juste avant de passer la parole à Guy, je vais ajouter à la question des 10% une autre partie, puisque Madame Hubert a un peu évoqué la difficulté de recrutement. Il y a donc la question de l'absorption des 10% par l'augmentation des dépenses, mais aussi la question de la difficulté de recruter des médecins ou des médecins qui s'en vont de l'hôpital à cause des conditions. Donc, deux questions pour Guy. Alors oui, je voudrais revenir sur ce que disait Elisabeth, dont je partage l'avis. Moi, le gâchis, si on regarde dans ce que disait l'OCDE, les 20%, c'est 45 milliards. Hein. Et c'est monstrueux, jusqu'aux arrêts de travail, au trajet en ambulance indu. Enfin, on n'imagine pas ce qu'on claque. Je ne connais pas une entreprise privée qui oserait faire ça. Voilà ce qu'il faut dire. Personne ne serait capable. Tout le monde se sert. Ce n'est plus supportable. Véritablement, là, il y a une prise de conscience extrêmement forte à faire en réunissant les acteurs. Hein. Je pense que
Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit un CNR qui permette de faire ça. Moi, j'aurais réuni les acteurs dans un hôtel en mettant les 300 qui comptent et en disant dans les 3 jours, il faut que la fumée blanche sorte, parce que c'est comme ça qu'on avance, hein, véritablement. Il y a urgence. On peut redistribuer considérablement sur les acteurs, notamment ceux qui se plaignent de ne pas être assez rémunérés par rapport à leur activité. Et sinon, qu'est-ce que tu me disais? Qu'est-ce que tu voulais que je discute? Donc, outre la question d'inflation, il y a la question du départ. Oui, mais parce que là encore, le système, on ne valorise pas effectivement les acteurs. On est dans un espèce de carcan administratif épouvantable. Elisabeth l'a dit. Et quand on regarde effectivement la nomenclature, mais c'est l'horreur de l'horreur. Donc, dans tous les sens du terme, le système s'effondre par sa complexité inutile. Hein. Et donc, il faut rebâtir quelque chose de simple, faire confiance aux gens. On ne fera pas forcément la même chose à Brest, à Lille, à Strasbourg ou à Marseille. Arrêtons de faire du national tout bout de champ. Faisons du régional au maximum. Et moi, je souhaite que même si certains disent que les politiques ne seront pas capables de financer correctement leur région, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on pourrait très bien déléguer sur les 3 300 € qui sont dépensés par tête de pipe en France pour la santé, vous en mettez 1 500 à la région en lui disant tu n'auras pas un rebasage, tu te débrouilles. Pas question si un hôpital fait faillite ou autre que l'État t'aide. Hein. Et vous verrez à ce moment-là, les régions se mettent à regarder et dire au maire de la petite ville qui veut garder sa matière insécure, écoute, tu la fermes parce que sinon, de toute façon, nous, on le fera. Et je pense que l'on peut très bien aboutir à cette réorganisation régionale de la moitié du financement qui permettrait que les acteurs s'y retrouvent et que les acteurs aient l'impression vraiment de participer à l'action, alors qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'expansion où personne ne sait où elle va et comment ça se passe. Merci beaucoup. Donc, nous commençons à avoir beaucoup de questions. Je voudrais demander à Cédric Villeminot, s'il souhaite prendre la parole pour évoquer le financement du médecin généraliste. Bon, donc il avait marqué qu'il y avait urgence à repenser le financement. Ça a été un peu évoqué. Je vois aussi que Madame Hubert voudrait dire quelque chose. Donc, oui, parce que je redonne la parole et après je repasse au… Très vite, parce que je rebondis sur… Mais c'est bien, on s'aime beaucoup avec Guy, on n'est pas toujours d'accord, donc c'est très bien, ça permet de donner des débats un petit peu animés, et ça pourra faire sourire, c'est quelque part, c'est une ancienne élue qui a été élue quand même, et locale et nationale pendant des années, qui vous le dit. Moi, je suis prudente sur, effectivement, aujourd'hui, la possibilité de donner à des régions une maîtrise très importante, même si effectivement les chiffres que tu donnes, Guy, ne sont que des chiffres qui ne seraient qu'en partie un financement par les régions. Pourquoi? Parce que même si effectivement il sera sans doute plus aisé, je suis assez d'accord avec toi, de fermer la petite maternité de Trifouilly-les-Oies qui fait 100 accouchements par jour, et d'ailleurs dont les élus eux-mêmes se gardent bien de voir leurs femmes ou leurs filles accoucher dans ces établissements, je pense quand même que la tentation, et je le vois, je suis une provinciale, moi, je vois la tentation néanmoins au niveau de la région d'avoir impérativement une équipe pour faire des greffes de cœur, avoir les grands services les plus perfectionnés, etc. Alors que là aussi, nous le savons, quand j'étais ministre il y a 27 ans, nous avions, c'est effrayant, nous avions en France, mais 4-5 fois plus d'équipes qui faisaient des greffes hépatiques que l'Angleterre pour la population au même nombre n'en avait. Et ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire lier la compétence à la possibilité d'exercice. C'est pour ça que je pense que nous sommes dans et je pense que c'est un élément qui est important aussi à ajouter, qui n'est pas obligatoirement satisfaisant et qui ne va peut-être pas satisfaire nos auditeurs. Mais nous sommes dans un pays qui vit depuis très longtemps sous une forme réglementée de l'exercice de la médecine, qu'il soit ambulatoire ou qu'il soit hospitalier. Nous ne passerons pas dans un système plus libre, impunément et rapidement, parce qu'effectivement, nous sommes habitués à une forme de réglementation et qu'elle nous sert aussi parfois de parachute. Elle est très pratique aussi de temps en temps pour certains de dire « Ah, vous savez, tel équipement, je l'ai demandé, mais il n'a pas été autorisé. » Et au fond de lui, il est très content qu'il ne soit pas autorisé, mais il n'a pas eu le courage de dire qu'effectivement, la demande n'était pas raisonnable. Donc, il faut aussi
une maturité politique que j'estime aujourd'hui, et je pense qu'on en a encore plus aujourd'hui, la démonstration que ce n'était le cas il y a 10 ou 20 ans, nous avons plus d'irresponsabilité politique aujourd'hui que nous en avions dans le passé, et donc je suis assez peu favorable à ce que l'on soit, alors qu'on donne plus de possibilités, oui. Les CNR dont tu parlais tout de suite, Guy, qui ont eu lieu en région, mes responsables d'HAD ont participé à tous ceux qui ont existé. Ce qui est remonté, c'est le petit bout de la lorgnette, y compris nos frères libéraux diraient la même chose. C'est-à-dire les grands enjeux, ils ne sont pas remontés. Même des enjeux territoriaux ne sont pas remontés avec des solutions qui sont les solutions. On n'avait pas besoin, je suis complètement d'accord avec toi, de réunir. Effectivement, ça fait plaisir au bon peuple. Ça, je suis bien d'accord. En dehors de ça, efficacité, zéro. Oui, mais je suis d'accord avec toi. J'ai vu, effectivement, ça a été en fait plus de fric, plus de lits, plus de monde, ce qui est absurde, totalement absurde. En revanche, et là, je rebondis aussi sur ce que tu as dit, l'Allemagne, qui est très régionalisée, a connu des difficultés lors de la Covid, et Angela Merkel a dû taper du poing sur la table parce que certaines régions voulaient faire complètement différemment. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut mieux redistribuer les responsabilités. Et je pense que le soin courant pourrait être beaucoup plus régional, que le soin lourd doit être beaucoup plus national, ne serait-ce qu'à Paris où la PHP a encore 4 services où on fait de la greffe cardiaque. Il suffirait d'un établissement, d'un endroit. On est bien d'accord. Donc, on peut mixer. Il ne s'agit pas de tout donner, loin de là. Et je connais aussi les dérives en plus. Et tu as raison, les régions n'ont pas souvent les spécialistes, je dirais, capables d'évaluer exactement localement. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Je pense que ça donnerait beaucoup de… Je pense que les acteurs locaux ou régionaux seraient très contents d'avoir une partie dont ils pourraient décider eux-mêmes, notamment dans les CPTS qui se développent, parce qu'on voit quand même énormément d'innovations en France, énormément de choses qui se passent en souterrain. Je ne sais pas si tu es d'accord et si Vincent Harel le voit aussi, mais c'est fou ce que ça produit entre les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de soins immédiats, les CPTS qui marchent de mieux en mieux, dont on n'entend pas parler. Et c'est au-delà de la technostructure qui a tendance à coincer. Donc, il faut… Et dans la prévention. Et dans la prévention. Et dans la prévention, beaucoup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai une question. Il y a une personne qui patiente avec une question pour Vincent Harel. Donc, de la part de Christophe Roussel, comment voyez-vous la place de l'offre assurantielle dans le financement de l'innovation des produits de santé? J'avais lu la question, Denise, il y avait une question un peu plus sophistiquée, juste un commentaire un peu plus sophistiqué au-dessus sur le financement d'outils à usage collectif, mais alors, je ne suis pas sûr d'être totalement compétent pour répondre sur le point précis. En revanche, sur la participation des acteurs privés à l'innovation, il faudrait déjà leur donner l'espace pour pouvoir le faire. Alors, il y a quand même des choses qui existent et toutes ces initiatives individuelles qui étaient évoquées à l'instant, il y en a partout. Aujourd'hui, la couverture complémentaire est beaucoup portée par l'univers de ce qu'on appelle les assurances collectives, c'est-à-dire les assurances en entreprise. La Covid a montré et a remis au cœur du dialogue social, notamment tout le sujet de la santé des salariés. Et là, je pense que sur le plan de la prévention, sur le plan des innovations, dans le suivi de toutes sortes de maladies mentales ou des risques cardiovasculaires, enfin tout ce qui existe dans les entreprises, là, les assureurs privés, au travers d'approches qui mixeraient du serviciel avec du médical de pointe, auraient probablement un très grand intérêt à aller sur ce terrain-là. D'autant plus que souvent, quand ils sont assureurs au titre de la complémentaire santé, ils sont aussi assureurs au titre de la prévoyance et donc du risque d'essai, du risque d'arrêt de travail, etc. Et dans un monde qui envisage de passer à 64 ans comme date de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge d'espérance de vie en bonne santé, on va avoir un vrai enjeu de suivi de la santé des gens dans les entreprises. Voilà. Alors, ce n'est pas un enjeu forcément hospitalier, c'est plutôt un enjeu de médecine de ville, de suivi, de prévention. Mais voilà, je suis convaincu que les assureurs privés au sens large du terme auraient vocation à aller sur ce terrain-là, d'autant que pour certains d'entre eux, ils sont déjà acteurs de santé. Je pense à un certain nombre de groupes mutualistes qui ont des activités dites de livre 3, qui ont des établissements de santé, des hôpitaux. La mutualité est très, très impliquée là-dessus, mais finalement mixe assez peu son offre de soins avec son offre assurantielle. Et je suis sûr qu'il y aurait des vertus
à le faire. Oui, j'ajouterais, puisque les nouvelles technologies étant quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement, qu'il ne manque pas d'exemples dont vous-même d'actions préventives ou disons qui améliorent la qualité en mettant le patient devant des possibilités d'accès aux soins grâce aux nouvelles technologies. Et il pourrait y avoir d'autres choses que vous pourriez proposer en termes d'objets connectés. Il y a plein de choses possibles. Il y a des analyses, il y a essayé d'identifier au travers de la consultation médicale s'il y a des comportements vertueux de manière un peu agrégée dans les entreprises. Qui vous conduisent à une rentabilité améliorée. Absolument. Exactement. Et parce qu'on est souvent d'ailleurs taxé d'être des acteurs très inflationnistes. C'est encore sorti dans l'UFC Que Choisir en début d'année. Bon, il y a des effets d'inflation qui ont été évoqués, mais voilà, c'est aussi qu'on est face à des acteurs économiques qui ne peuvent pas perdre d'argent, qui ont vocation à en gagner un petit peu. Oui, il est certain que c'est toujours pareil. Si on ne peut pas jouer sur le levier de la cotisation, il faut jouer sur le levier du sinistre, qu'il soit en volume ou en valeur. Et dans ce cas-là, le meilleur moyen pour le faire baisser, c'est de l'éviter. Donc, à ce titre-là, c'est pour ça que tous les assureurs développent des approches servicielles autour de la prévention par tout un tas de moyens. Absolument, 100% d'accord. Malheureusement, souvent, le privé est présumé non vertueux s'agissant de ces questions-là. Je pense qu'il y a des tas de choses où elle démontre au contraire, parce qu'elle a besoin de se différencier, parce qu'elle a besoin de démontrer que de la qualité et une différence. Ce genre de choses serait très intéressant à intégrer dans les parcours de soins. Ce qui n'est pas facile, c'est la communication entre l'assureur et l'assuré pour vraiment induire cette activité vertueuse. Oui, c'est ce que dans la tech, on appelle ça l'engagement, c'est-à-dire l'interaction qu'on génère avec les assurés. Aujourd'hui, un assuré, il appelle une fois par an, dans le meilleur des cas, sa mutuelle. En fait, il devrait consulter beaucoup plus régulièrement l'image qu'il le fait auprès de son banquier pour vérifier qu'il n'est pas à découvert. Il devrait vérifier qu'on ne lui pousse pas des indications de santé, des propositions de prévention. Oui, ça, c'est un des grands enjeux de demain. On est aujourd'hui, comme on est très bien couvert pour prendre un terme assurantiel, on a un aléa moral fort avec, c'est ce que vous disiez, professeur Valencian, avec une habitude de fréquence de soins et pas une habitude de prévention des soins. Ok, super, Vincent. Donc, Guy avait la main levée. Oui, non, j'écoutais avec grand intérêt. Je revenais sur l'évaluation. La HAS ne fait pas son boulot, je suis désolé de le dire, mais son accréditation est absolument lamentable. J'ai visité un petit hôpital de la France dont le chirurgien d'origine étrangère en était déjà à 12 inscriptions à des conseils de l'ordre différents en 12 ans. Donc, tous les ans, il quittait le département. Eh bien, personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi. Il est arrivé dans cet hôpital. En l'année, il est arrivé, il a opéré 8 malades d'un cancer du côlon, un mort, 3 en réa, en état grave avec transfert dans un CHU. La honte absolue. Et l'hôpital était accrédité avec petite réserve sur le circuit du linge. On hallucine. Voilà. Et ça, aujourd'hui, j'en ai parlé à la patronne. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, on a des proms. C'est bien trop compliqué à remplir. Moi, j'ai regardé. C'est des dizaines de questions insupportables. En 4 éléments, vous pouvez savoir si un chirurgien fait bien. Le taux de décès dans le séjour, le taux de reprise opératoire aux complications dans le séjour, le taux de passage en réanimation non programmée pour séjour et le taux de transfert dans un autre hôpital pour complications. Avec ça, vous savez qui est qui. Et vous rajoutez un questionnaire de 5 à 10 questions écrites par les patients eux-mêmes, on les a réunis. Ceux qui ont été opérés quelques années avant, on les réunit, on leur dit racontez-nous et on fait le questionnaire très simple envoyé par email. Tout ça ne coûte pas un rond, et ça peut rapporter très gros. Merci beaucoup, Guy. Donc, nous pouvons donner la parole brièvement à Cédric Villeminot pour faire son commentaire ou question.
Bonjour à tous, merci. Je suis encore une fois de plus honoré de pouvoir prendre la parole. Je suis toujours heureux d'entendre les envolées du professeur Valencien. J'ai l'impression d'être une sacrée réincarnation avant même son départ. Donc, j'ai été très sensibilisé par les paroles de Madame Elisabeth Hubert quant à, à ne pas, en tout cas, séparer et scinder l'intérêt du financement et de l'organisation. Ça, c'est la clé. C'est la clé. Et aujourd'hui, ce qui pêche, c'est peut-être pas le financement, c'est l'organisation. À un moment donné, nous en ville, je suis un médecin généraliste de ville, je représente le terrain, petit médecin de quartier dans un quartier QPV maintenant, hein, c'est-à-dire un quartier prioritaire de la ville, puisque on est en train de passer de 7 médecins à 2 médecins. Donc, ça va être un désert médical à l'intérieur même de la ville. Eh bien, on a besoin absolument en ville de faire de la qualité pour pouvoir éviter d'aller envoyer nos patients à l'hôpital. Donc, il faut faire du care et non pas du cure. Et encore, le cure, je rejoins le professeur Valencien, on n'en fait plus. On fait du n'importe quoi. On prescrit des IRM de genoux qui ne servent à rien, à rien. C'est une IRM la plus prescrite en France. Et pourtant, elle est inutile, sauf de rentrer du pognon dans les poches du radiologue, désolé, et de faire gagner du temps au médecin généraliste qui ne sait pas examiner un genou, etc., etc. Donc, on ne fait même plus du cure, on ne fait pas du care, on fait du n'importe quoi et on n'est pas contrôlé. On n'a aucun critère qualitatif, personne ne nous remet dans le droit chemin. Bref, c'était un petit coup de gueule de plus. Le CNR, j'y ai participé, comme 3 médecins généralistes sur 768 dans mon département. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai encore amené un petit coup de gueule de plus, mais parce que on fait un constat tous ensemble, tout le monde fait le constat. Il est très bon le constat, il est parfait. Mais les propositions, ah bah là, il n'y en a plus beaucoup. Et les solutions qu'on remonte au national, eh bien, elles sont minables, nulles. Et c'est quoi? Bah, il nous faut plus de lits, exactement comme vous avez raconté Guy Valencien. Il nous faut plus de lits, et il nous faut du pognon, et il nous faut des locaux supplémentaires, et il nous faut plus de personnel. Mais à un moment donné, on ne met rien du tout sur l'organisation de toutes ces structures. Alors, juste pour faire comprendre là où perso je vais… Et pour conclure… Oui, perso, je vais donc, parce que ma remarque tout à l'heure, c'était de dire il faut repenser le financement du médecin généraliste, parce qu'à un moment donné, juste de ce règlement à l'acte, bien, le médecin généraliste ne peut pas financer une secrétaire aujourd'hui et donc du coup ne peut pas déléguer la tâche de facturation à une secrétaire. Ça lui prend du temps, ça nous prend du temps, rien que de faire sortir une carte bleue, une carte vitale, enfin bon bref, le carnet de chèques, etc. Et puis la petite mamie qui nous raconte les histoires de son petit-fils, ça fait partie du soin peut-être, mais à un moment donné, si on veut être plus efficient, puisqu'on n'est plus assez apparemment, parce que ça, il faudrait aussi mettre ça sur le terrain, hein. Est-ce qu'on est vraiment si peu de médecins que ça en France? J'y crois plus, j'y crois pas, moi en tout cas. Mais puisqu'il faut être plus efficient pour pouvoir prendre le flux quantitatif des patients, eh bien, il faut qu'on fasse et qu'on mette en avant notre expertise médicale et qu'on mette ça en plus-value en tout cas, et qu'on ne passe pas du temps à faire de l'administratif et du règlement. Donc, moi, aujourd'hui, pour essayer de donner une attractivité aux jeunes médecins sur le secteur dans lequel je suis en train de créer un centre de santé là qui sera effectif à mi-février. Et ce centre de santé, tel que Elisabeth Hubert nous l'a présenté tout à l'heure, ils sont déficitaires. Et la start-up avec laquelle je débute le sait. On a misé sur le fait que le centre de santé va être déficitaire. Et comment on va le rentabiliser? On va le rentabiliser en faisant de la médecine moderne, en se mettant l'expertise au service des EHPAD et des SIAD, en téléexpertise. Et c'est les vacations de ce type-là qui vont nous rentabiliser le centre de santé et qui vont permettre du coup de pérenniser une démographie médicale sur un quartier
pour pouvoir rendre attractif le secteur pour des jeunes médecins. Puisqu'il faut comprendre une chose, et c'est ma dernière chose, il faut comprendre une chose, c'est que le jeune médecin ne s'installe plus aujourd'hui puisqu'il est en position de force. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'inverse de quand moi je me suis installé il y a 25 ans, eh bien, quand j'étais remplaçant, eh bien, aujourd'hui, le remplaçant remplace aux alentours de 80 à 90% de rétribution. Nous, c'était aux alentours de 60%. Donc, à 80-90%, il n'a aucun intérêt de s'installer, le jeune médecin. Donc, si on ne change pas le modèle économique qu'on propose aux jeunes médecins, il ne s'installera pas, on ne le rendra pas attractif sur un secteur. Voilà, désolé, ça part un petit peu dans tous les sens, comme d'habitude, mais ça fait du bien. Ok, merci Cédric. Est-ce que nous laissons Christophe Roussel aussi se faire du bien, juste avant de passer au dernier commentaire? Christophe Roussel? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, donc ma remarque était effectivement un petit peu technique, mais dans le financement du système, il y a effectivement le financement des acteurs de santé et il y a aussi l'innovation qui est au service du patient. Et je parlais d'une partie de l'innovation qui n'a aucun financement. Il y a tout un système qui permet de financer des innovations à travers… Ah, bon, nous l'avons perdu pour des… Ah, il est de retour. Voilà, vous m'entendez? De nouveau, oui. Bon. Donc, je disais qu'il y a des innovations, des technologies de santé qui n'ont aucun financement parce qu'elles ne sont pas éligibles à l'évaluation par les autorités de santé, par la HAS. Et donc, on s'aperçoit que la diffusion de l'innovation qui est source d'efficience ne peut pas se faire parce qu'il y a un manque de financement. Et donc, je me posais la question, puisque le système de la T2A ne permet pas un financement ad hoc de ces innovations, est-ce qu'il y a des réflexions sur la participation, notamment de l'univers assurantiel, dans le financement de ces innovations, par exemple avec favoriser des séjours qui utiliseraient certaines technologies qui ont démontré des réductions de soins post-opératoires, ou une réflexion plutôt sur un parcours en favorisant, en fléchant finalement un financement, une participation privée sur ce qui a démontré son efficience. OK. Nous avions aussi une remarque de Julien Insinger que je vais dire. Je n'ai pas le sentiment que la certification faite actuellement par l'HAS réponde aux critères qualité réelle des hôpitaux certifiés où je ne mettrai jamais les pieds. Donc, comment est-ce que dans le temps imparti, peut-être en mangeant un peu 5 minutes de plus, est-ce qu'on peut donner la parole à ceux qui aimeraient conclure, comme par exemple d'abord Elisabeth qui n'a pas parlé la dernière, et ensuite Guy, et ensuite Vincent s'il veut, et Stéphanie. Voilà. Je pense qu'un des points qui est important, il y a plusieurs mots qui ont été prononcés, ceux d'innovation organisationnelle, y compris les propos du dernier intervenant, où on voit bien qu'effectivement, il faut que l'on puisse financer les innovations auxquelles on sera de plus en plus à devoir se les approprier, notamment sur le plan médicament. Et aujourd'hui, nous n'avons absolument pas les marges de manœuvre pour qu'elles soient diffusées et financées comme elles le devraient. Donc, on a effectivement une démarche à avoir. Ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. C'est surtout sur la qualité. Le dernier intervenant qui reprend sur la certification et les propos de Guy sur des exemples flagrants et sur lesquels il a complètement raison, notre système aujourd'hui est un système où les certifications, y compris des établissements de santé, je vais le dire comme ça, c'est comment, au moment où les experts visiteurs viennent, vous arrivez le mieux à mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que c'est pas, à la limite, ceux qui se font piéger sont ceux qui sont effectivement les plus transparents, qui ont vu, comme me disait autrefois un de mes anciens collaborateurs, ni le film ni les Indiens, et ils se font piéger. Ceux qui effectivement sont très bien préparés, savent les pièges qu'il faut éviter, savent éviter éventuellement même les patients qui ne doivent pas être pris à un certain moment pour qu'ils ne soient pas inclus dans un parcours de patients et donc expertisés. Nous sommes dans un système qui n'est pas un bon système. Le seul système de la qualité, il est celle en continu, elle est celle à l'aveugle, et elle est celle sur des indicateurs qui sont le plus possible produits et qui ne peuvent pas être traficotés. Et ce qu'évoquait il y a quelques instants Guy sur
les décès, des réhospitalisations, sur des choses qui sont des critères sur lesquels, vu la masse, on ne puisse pas effectivement les tripatouiller. Et ça, je pense que c'est fondamental, culturellement, et je vous le dis, y compris pour mes établissements d'hospitalisation à domicile. Inutile de vous dire que quand je tiens ces propos devant mes adhérents, ils ont des hoquets d'horreur en se disant, nom d'un chien, pourvu que ce qu'elle soit en train de dire ne soit pas retenu. Mais on ne peut pas aller autrement. Le progrès, c'est aussi ça, et le financement, en réalité, il faut arrêter de demander plus. Nous avons 244 milliards d'ici quelques mois, nous en aurons certainement un tout petit peu plus pour les raisons liées à l'inflation que j'évoquais tout à l'heure, mais nous avons largement de quoi bien faire. Il n'y a pas de problème. La gabegie, elle est telle qu'il n'y a aucun problème. Nous avons suffisamment d'argent. Il n'est pas la peine d'en mettre encore plus dans le pot. Distribuons-la mieux, finançons mieux. Et c'est vrai qu'il faut avoir un certain nombre, manifestement, j'ai le sentiment qu'ils étaient présents dans Swap Mineur, des promoteurs du bien faire, mais il faut diffuser cela au niveau de la population médicale et soignante générale de la France. Merci, Madame Hubert. Ce que vous avez dit a été très apprécié et ça ne m'étonne pas que dans la salle virtuelle, nous ayons des praticiens qui vont de l'avant sur la qualité parce qu'ils ont été contactés par Medavis qui connaît beaucoup de personnes qui veulent améliorer le service rendu. Vincent, est-ce que vous avez besoin très vite, 2 minutes. Je crois que Madame Hubert a commencé son propos en disant qu'on était siloté. Et je crois qu'on l'a encore vu là, avec un vrai grand univers hospitalier très fort, avec des grands sujets d'organisation, voire même d'aménagement du territoire à régler. Je n'irai pas sur ce terrain-là. On a un autre grand univers qui est celui de la médecine de ville et peut-être de l'univers sur lequel la complémentaire santé a plus de choses à dire. Je suis à peu près sûr que les organismes d'assurance maladie complémentaire seraient très heureux de pouvoir avoir plus d'impact sur les parcours de soins, sur le financement, sur l'efficacité des soins et sur la qualité pour que les gens qu'on appelle assurés, adhérents, voire clients, puissent percevoir une valeur plus grande à l'univers de l'assurance privée. Ça peut être notamment par la télémédecine. Josette Guignot, qui est une grande spécialiste de ces questions-là, disait que sur toutes les maladies chroniques qui requièrent un suivi au long cours avec des forfaits de télésurveillance, pourquoi pas, là, il y aurait quelque chose à faire. Je souscris à cette idée-là. En tout cas, si on peut être vu comme un peu plus qu'un financeur aveugle, mais un contributeur à la qualité de soins et à la qualité de vie de nos concitoyens, on en sera très ravis. Merci beaucoup, Vincent, et effectivement, merci d'avoir cité le commentaire qui était fait. C'est une énorme tâche que je vais demander à Guy. Comment est-ce que tu vas pouvoir résumer 30 ou 40 ans d'efforts pour la qualité en 2 minutes, soit 300 mots? En 1 minute 30, j'adhère à tout ce qui a été dit par Elisabeth et puis par Vincent, bien évidemment. On est vraiment en phase là-dessus. Juste donc un mot. J'ai opéré pendant 45 ans, je n'ai jamais su où je me situais. Je l'avais dit au président de la République, Monsieur le Président, en 45 ans, je n'ai jamais su si j'avais plus d'incontinents et d'impuissants après la prostatectomie radicale que je faisais que les autres. On ne sait pas. J'ai publié mes résultats, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de statistiques nationales. Donc, on ne peut pas se cibler par rapport à une moyenne. C'est ça le drame. Mes copains du National Hospital de Glasgow, les orthopédistes qui posent 40 prothèses de hanches par jour, hein, l'un des meilleurs hôpitaux au monde. Chaque chirurgien reçoit tous les 6 mois son taux de décèlement de prothèse, son taux d'infection nosocomiale, le périmètre de marche à un an de ces malades. Et il se situe. Or, en France, l'évaluation est considérée comme une sanction. Tu as mal fait, alors on va te punir, on va te mettre de bonnet d'âne et tu vas aller dans le coin. Aux États-Unis ou en Angleterre, l'évaluation est considérée comme une promotion. Or, on sait que quand on a ces données, je l'ai fait dans le service, ce que je vous ai dit là, sur les critères que je vous ai donnés, les 5 chirurgiens, on s'est évalués, eh bien, on avait tous, l'un et l'autre, un item où on était moins bon. Systématiquement, on s'est amélioré, on voulait être dans la norme. Donc, ce n'est pas difficile à faire. C'est un problème de volonté politique et surtout de dire aux syndicats d'arrêter de ne pas vouloir le faire. Absolument. Et puis, on peut ne pas punir l'individu. C'est l'équipe qui est félicitée, c'est l'équipe qui est formatée et formée pour améliorer. Et tout. Quel est le professionnel de santé qui n'aimerait pas améliorer et rendre un meilleur service? Ça n'existe pas. J'espère que cette
discussion passionnante pourra faire l'objet d'un replay parce qu'il y a eu des personnes qui ont écrit, et je crois que le livre blanc qui sortira sera super, mais qu'il faudrait vraiment entendre avec intensité les paroles des panélistes. Alors, je donne donc à Stéphanie le dernier mot pour expliquer comment nous allons passer d'aujourd'hui à demain. Merci Denise, merci à chacun pour effectivement votre prise de parole. Je prenais des notes en vous écoutant tous et je me disais, dans le fond, c'est vraiment un sujet très vaste parce qu'on est parti, nous, de l'angle économique. On se rend bien compte qu'il y a un sujet surtout d'angle organisationnel, voire et surtout politique. Et je ne parle même pas, Guy, en rebond sur votre dernier point. En fait, c'est quasiment culturel. À l'heure où, dans les écoles primaires, on arrête la notation des élèves parce que c'est trop traumatisant, je pense que ça devient très compliqué de rétablir une appréciation qualitative, en tout cas, du travail des médecins et puis même des professionnels de santé au sens large. Ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas de toute façon de solution unique et uniforme. Il y aura probablement, si on regarde la partie financement, nécessité d'un mix de plusieurs solutions. Et puis derrière, il y a énormément de questions solubles ou insolubles, plus de responsabilités locales ou nationales, c'est une vraie question. Avec, après, je trouvais ça intéressant, la question de est-ce qu'il faut le soin courant au niveau régional et le soin lourd au niveau national. Il y a aussi ce gros sujet qui a été quand même vu assez brièvement sur la place de la prévention là-dedans. Et la place de la prévention, c'est aussi, je pense, un sujet qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs du soin en France. Finalement, ce dernier sujet qui chapeaute tout, qui est le sujet des silos. Vincent, notamment, vous l'avez mentionné, pour moi, c'est le sujet des silos. Finalement, à titre personnel, je serais assez d'accord avec votre solution, Guy, de prenons tous les acteurs, mettons-les dans un hôtel et attendons que la fumée blanche sorte. Je pense que ça permettrait de créer de belles choses pour l'avenir. Merci à tous en tout cas. À très bientôt pour le prochain webinaire.